Bien, ben bonjour à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire ceux qui vont nous regarder bientôt, puisqu'il paraît qu'on ne fera pas un direct tout à fait comme il est d'habitude dans ce magazine. Ce magazine mensuel pourrait porter le nom d'une fable, le titre d'une fable. L'abeille, le documentariste et le rocker, ça serait bien, voilà, je lance un appel au peuple. J'ai pas fait la fable, et puis non plus sa morale, mais la morale peut-être on va la tirer nous-mêmes. En tout cas, nous allons avoir 3 sujets aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, avec 3 garçons qui sont là. Nous allons commencer avec l'abeille, donc, ou plus exactement le frelon, et même le frelon asiatique, avec monsieur Richard Legrand, qui est à ma gauche et qui est un éminent représentant des apiculteurs français. Avec vous, on a fait un reportage dont on verra tout à l'heure 5 petites minutes extraites de ce reportage. Donc nous allons parler avec vous de cette affaire du frelon asiatique, dont la Dordogne est quand même très, où la Dordogne est très concernée, puisque l'invasion du frelon asiatique a commencé dans le sud-ouest et particulièrement en Dordogne. Ensuite, nous parlons de toi, Adrien, qu'on peut aussi te reconnaître à Canal Pourpre, puisque, bien que tu ne paraisses pas dans ce reportage, nous avons parlé de ton association L'Œil Lucide, puisque tu as organisé avec ta compagne Jenny les rencontres du réel pour la 2e fois à Montpazier, où nous étions, et nous avons fait un reportage dont nous tirerons aussi quelques minutes pour parler de cette affaire, de ton association, et puis aussi d'un petit projet qui est en rapport avec la campagne présidentielle française dont tu nous parleras tout à l'heure. Et puis enfin, Pierre Petit, tu es donc le représentant de Day Off. Exactement. Qui veut dire le jour de rupture. Oui, jour de rupture, jour de relâche. Voilà, jour de relâche. Et tu es donc... tu organises une petite association aussi à Bergerac qui fait des concerts, qui propose pas mal de concerts. Nous parlerons de ça avec toi tout à l'heure, si tu veux bien rester avec nous jusque-là. Et c'est Philippe qui prendra ma place à ce moment-là, parce qu'il s'y connaît mieux que moi dans ces affaires de musique d'aujourd'hui. Voilà, pour présenter les choses. Alors on commence peut-être avec le frelon. Moi, j'avais amené un 4e invité, qui était un truc que j'ai trouvé chez moi, une espa que j'ai trouvé chez moi. Mais monsieur Legrand, vous m'avez dit, non, c'est pas un frelon, c'est une guêpe normale. Le frelon est un peu plus grand, bien qu'il lui ressemble. Alors, vous êtes donc un grand spécialiste, un apiculteur vous-même. Qu'est-ce que le frelon asiatique vous dit, pour commencer comme ça, qu'est-ce que vous diriez si vous deviez présenter cette affaire du frelon asiatique à tout le monde? Bonjour à tous. Le frelon est arrivé en France début des années 2000. Il a été identifié comme un intrus, enfin un arrivant, un nouvel arrivant en 2004-2005. Et nous avons trouvé les nids, les premiers nids en Dordogne en 2006. Il y en avait précédemment, puisqu'on a retrouvé rétrospectivement des nids d'1 an ou 2 auparavant. Voilà. Donc, dans la même région, toujours dans le sud-ouest. En Dordogne, oui. Alors il est arrivé apparemment à Bordeaux. On dit souvent qu'il est arrivé à Tonins, dans des poteries chinoises. Ça semble avoir été l'hypothèse de départ, mais une hypothèse probablement erronée. Il est beaucoup plus sûr de dire qu'il est probablement arrivé dans des containers de marchandises en provenance de Chine. C'est ça. Et que le démarrage de l'invasion a commencé à Bordeaux. Est-ce qu'il y a un type, ce type d'invasion s'est déjà produit sur d'autres... à propos d'autres animaux ou insectes ou je sais pas quoi, est-ce qu'on a un exemple de ce genre d'épidémie comme ça? Pour des espèces invasives, ça existe. Hein. Oui. On connaît certaines coccinelles, on connaît des grenouilles, on connaît des écrevisses. Voilà. Un des problèmes du frelon asiatique,
c'est une espèce que l'on peut qualifier d'invasive. Une espèce invasive, c'est une espèce qui arrive et qui se développe au détriment d'autres espèces, des espèces locales. Et ça, c'est un peu sa particularité. Alors, c'est la particularité des espèces invasives. Et donc, sur le frelon asiatique, le gros problème, c'est qu'il n'est pas en équilibre avec notre milieu, et il développe de façon extrêmement puissante. Il a une capacité de reproduction phénoménale et considérablement plus importante que celle du frelon européen, qui lui est en équilibre depuis des milliers d'années avec notre système. Alors l'équilibre, le déséquilibre en question, celui qui nous embête beaucoup, c'est donc c'est un destructeur des abeilles. Enfin, alors des abeilles, oui, mais c'est pas que des abeilles, puisque la moitié de sa nourriture sont des abeilles. C'est ce que vous dites dans le reportage là qu'on va voir. Élevées ou sauvages. Donc quand on comptabilise les abeilles qui sont prélevées, enfin la ration du frelon, on s'aperçoit que la moitié des insectes qui ramènent sont des abeilles qui peuvent provenir de ruches élevées par des apiculteurs ou qui peuvent provenir d'abeilles sauvages dans la nature. Donc ça, c'est déjà, ça réduit encore la part de l'apiculture. Bien sûr. Et tout le reste, ce sont des espèces sauvages, des papillons, des petits insectes, des guêpes, etc. Et tout ça, ce sont souvent des insectes utiles, puisque pour chasser, il est beaucoup plus facile de chasser des insectes butineurs que d'autres insectes. Ah oui, bien sûr, parce qu'ils sont occupés. Donc, ils ont la tête plongée dans la fleur, il arrive, il la pique et il ramène. Dites-moi, alors c'est peut-être une question naïve, mais puisqu'on les appelle asiatiques, l'Asie, enfin tel ou tel pays d'Asie, est-il, comme nous, inquiet pour les mêmes raisons? C'est-à-dire, après tout, ce frelon, effectivement, dans d'autres parties du monde, il existe. Pourquoi? On parle d'épidémie aussi en Chine ou comment? Non, parce qu'en fait, en Chine, c'est une espèce locale, indigène, qui est... c'est l'équilibre dont vous parliez. Voilà. Notre frelon européen est en équilibre avec les abeilles. Il prélève des abeilles. Les mésanges aussi prélèvent des abeilles. Les mésanges prélèvent des insectes butineurs, mais il n'a pas... Non, c'est un équilibre, ce sont des régulateurs. Le frelon asiatique, il démarre son développement un mois et demi plus tôt que le frelon européen. D'accord. Et un nid de frelon asiatique, à peu près au cours de l'année, 10 fois plus d'individus que le frelon européen. D'accord. Et ce qui fait qu'à la fin de la saison, il se retrouve à être en recherche de nourriture et il se rabat sur les insectes, et notamment sur les abeilles. Alors en Chine, c'est en équilibre depuis des milliers d'années. Il n'y a pas qu'une seule espèce de frelon, il y en a une trentaine qui se font des compétitions, et les abeilles qui arrivent à survivre se sont adaptées, mais le frelon lui-même s'est adapté, parce que si vous voulez, quand une nouvelle espèce s'introduit dans un endroit, en principe, il y a un équilibre qui s'établit. C'est-à-dire que quand on est avec un parasite spécifique d'une espèce, les parasites les plus virulents disparaissent parce qu'ils sont trop virulents et ils détruisent leur hôte et leur nourriture. Et les hôtes les plus fragiles, les plus sensibles disparaissent aussi parce qu'ils sont trop fragiles. Alors, sur l'abeille, le problème que l'on a, c'est que sur le frelon asiatique, c'est que le frelon n'a pas qu'une seule source de nourriture, qu'il a une multitude de sources, qu'une espèce ou plusieurs espèces peuvent disparaître, sans pour autant le faire disparaître lui. D'accord, oui. Je m'aperçois au fond on parle de frelon, au fond c'est une erreur de dire le frelon, parce que, comme vous dites à propos de la Chine, il trimballe son milieu avec lui, en fait. C'est une écologie frelonne, enfin, c'est un milieu frelon qui est trimballé avec le... Et si ce milieu, effectivement, manque ou se trouve à manquer, pour une raison ou pour une autre, ça pose des problèmes. Un dernier point sur le rapport avec la Chine. Les frelons européens n'auront jamais envahi la Chine? Le frelon européen est d'origine asiatique aussi. Ah d'accord. Mais ça remonte à très longtemps. Et lui, il se trouve que sa biologie correspond à une biologie de prédateur naturel, si vous voulez. Le frelon asiatique commence très tôt et termine très tard. C'est un insecte montagnard. Il est capable de résister à des températures fraîches. Et c'est un de ses problèmes. Pour lui, c'est une force. D'accord. Pour nous, c'est un gros problème.
Bien. Bon, eh ben, si vous voulez bien, on va passer l'extrait de votre reportage et puis on reviendra ensuite sur les problèmes de la lutte qui se posent chez nous. Il est arrivé d'où ce frelon asiatique? Alors, il nous arrive de Chine. Et alors là-bas, comment il vit? Alors déjà là-bas, il vit depuis très très longtemps. Oui. Donc les nids, comme on a vu tout à l'heure, ce sont des nids qui sont la taille maximum chez eux et même c'est presque introuvable parce que le milieu s'est adapté et les espèces qui survivent, ce sont des espèces qui sont adaptées. Ici, ils trouvent une quantité phénoménale de nourriture, donc ils se développent beaucoup plus que chez eux. C'est un nid de fin de saison. Hein. Là, avec son enveloppe naturelle, il serait à peu près comme ceci. La constitution, c'est des disques horizontaux qui permet l'élevage des larves. Il faut savoir que contrairement aux abeilles, le frelon ne fait pas de réserve hivernale, donc cette colonie finit par être désertée. Et seules les plus grosses femelles vont être capables de traverser l'hiver et si elles sont fécondées, de recréer un nid au printemps. Donc c'est plusieurs centaines de femelles qui sont fécondées à l'automne, maintenant là, jusqu'au mois de novembre. Et ensuite, une grosse partie, heureusement, disparaîtra pendant l'hiver, mais il en restera plusieurs dizaines au printemps. Et la moitié de la nourriture des frelons asiatiques, ce sont les abeilles. Oui, donc la ration protéinée des frelons, pour la moitié ce sont des abeilles et pour l'autre moitié ce sont d'autres insectes, des insectes butineurs, auxiliaires de l'agriculture et de l'homme hein, pour la plupart. Donc elle les capture parce qu'il est relativement facile pour elles de les chasser sur les fleurs pendant qu'elles butinent. Pour les apiculteurs, elles peuvent venir les chasser devant les ruches, on ira voir tout à l'heure si vous voulez bien. Et en plus, donc elle capture ces butineuses qui ont le jabot plein de nectar et ensuite elle les découpe et elle ne prélève que la partie centrale, le thorax, qui est plein de protéines. Le frelon qui vient de capturer l'abeille devant la ruche hein, l'emmène sur une branche, il va la sectionner, il va lui enlever la tête, hop, une autre qui vient d'être capturée là. Donc on voit quand même que c'est, malgré le peu d'activité au niveau des ruches, parce qu'il fait encore frais ce matin, donc elles sont à l'intérieur pour maintenir bien la température au niveau des larves, on voit quand même que les frelons font du prélèvement. Hein. Alors c'est très très embêtant pour les ruches parce que les abeilles ne rentrent plus de nectar, ne rentrent plus de pollen, ce qui va déclencher l'arrêt de ponte de la reine, mais en plein été, quand il fait très chaud, elle ne rentre plus d'eau non plus, et donc c'est vraiment une cité assiégée quand il y a plusieurs frelons devant chacune des ruches. Ouais. Et alors vous disiez aussi que le frelon asiatique n'avait pas de prédateurs. Alors on ne lui connaît pas vraiment de prédateurs chez nous. Il est probable que pendant la saison hivernale, il y a des oiseaux qui capturent et qui consomment des insectes isolés. Mais il n'y a pas vraiment de prédateur qui va s'attaquer au nid pendant la saison. Ils vont s'attaquer au nid après les gelées, quand le nid est déserté par les ouvrières. Et donc là, ils viennent chercher les larves qui restent à l'intérieur. Donc les mésanges, les pies, les merles, on voit ce type d'oiseaux s'attaquer au nid. La première année, on ne les voyait pas s'attaquer, mais depuis quelques années, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment à la recherche d'insectes. Alors il faut savoir aussi qu'ils sont affamés, ces oiseaux-là, parce que les frelons capturent beaucoup de leur proie, hein, c'est-à-dire beaucoup d'insectes, et donc ils appauvrissent leur nourriture. Ils appauvrissent complètement le milieu en insectes sauvages, et donc les oiseaux, les frelons européens ne trouvent plus leur nourriture comme avant, et le frelon européen vient chasser aussi devant les ruches, chose qu'il ne faisait pas autrefois, ou de façon très anecdotique autrefois quand il n'y avait pas le frelon asiatique.
Bon, eh bien, écoutez, on vient de comprendre un peu que le frelon, c'était pas un vilain individu, mais c'était un type qui trimballait avec lui son milieu, sa famille, son prédateur et son contre-prédateur. Sauf que en France, il y a un petit problème d'adaptation là qui n'est pas encore réglé. Donc c'est à ça qu'on va en venir maintenant. Donc les apiculteurs sont légitimement inquiets. Ils sont aussi experts évidemment de leur truc. On les écoute là-dessus. Vous qui êtes représentant d'une association d'apiculteurs, vous êtes écoutés? Alors on est écoutés, mais pas entendus. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses questions posées au gouvernement sur cette question-là, parce que les élus communaux et les députés se sont très fortement concernés. Quand le maire se retrouve avec des nids de frelons asiatiques sur sa commune, il est très inquiet et il se demande comment il doit faire. Donc ce sont des questions, il y a eu plus de 200 questions écrites au gouvernement sur la question. De la part de parlementaires? De la part de députés et de parlementaires. D'accord. Et ceci depuis 2007. Donc la réponse est toujours la même. Nous sommes en étude, nous cherchons le moyen de lutter contre. Les experts scientifiques sont divisés et donc il est urgent d'attendre. Voilà. Donc, mais attendez, nous c'est qui? Parce que c'est vous les experts. Enfin, non, nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des apiculteurs confrontés au problème, exactement comme le maire est confronté quand il a un nid. Mais les experts, ce sont les experts scientifiques. Ce sont les seuls qui ont droit au chapitre réellement. On pourrait imaginer que le chapitre soit un petit peu élargi quand même aux apiculteurs, non? Oui, mais actuellement, il y a très peu de gens qui ont travaillé dessus. Je parle d'experts scientifiques. Ok, oui, oui. Et c'est beau la science. Ces personnes-là disent que c'est un insecte qui va s'autoréguler. D'accord. Qui n'est pas dangereux pour la santé humaine, même si aujourd'hui il y a plus d'une dizaine de morts au niveau national. Et les abeilles? Et ça fait partie quand même des... Les abeilles sont très peu prises en compte au niveau du ministère de l'Agriculture. Hein. Vous savez que les abeilles ont été massacrées avec des pesticides, c'est un insecte, c'est une des rares cultures, ou un des rares élevages qui représente peu de valeur, on dirait, au niveau du ministère de l'Agriculture. J'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. Tout le monde connaît maintenant le mot d'Einstein qui dit s'il n'y a plus d'abeilles, on est foutu. Oui, mais après il y a les paroles et il y a les actes. Madame Kosciusko-Morizet s'est engagée au mois de décembre. La ministre de l'Environnement à l'époque. Ministre de l'Environnement s'est engagée à faire passer cet insecte comme nuisible. Ça fait 3 ans que les différents ministres de l'Agriculture ou Environnement s'engagent à le faire classer en nuisible. La dernière fois, c'était le 21 décembre. Et aujourd'hui, on dit que ce n'est pas possible parce que la réglementation européenne, française, ne permet pas de le classer en tant que nuisible. Donc on tourne en rond. Et en fait, si on voulait le ralentir, je ne dis pas éradiquer, parce qu'aujourd'hui c'est impossible de l'éradiquer, disons à le maintenir à un niveau tolérable, c'est simplement un problème politique. Il suffirait d'engager une lutte concertée, organisée, piégeage de printemps, repérage des nids précoces, destruction des nids précoces au fur et à mesure qu'on les repère, et il est probable qu'on arriverait assez rapidement à revenir à un niveau acceptable et tolérable. D'accord. Bon, alors, on voit qu'il y a un gros problème politique, mais effectivement, qui paraît dépasser tout le monde. Les experts scientifiques ont la parole, les politiques ont la parole, et puis, il ne se passe rien. Depuis 3 ans, vous attendez. J'espère que vous avez aussi une part de lutte qui concerne ça dans vos associations, où vous tenez bon tenez le morceau, et vous lâcherez pas de sitôt. Alors maintenant, on peut passer effectivement à ce que vous disiez, c'est-à-dire à l'immédiat, aux moyens techniques présents de se défendre, contre cette affaire. Donc, vous parlez de piégeage de printemps.
Est-ce que c'est... parce que moi, comme tout le monde, j'ai entendu parler de ça, évidemment, j'habite en Dordogne. Les gens me disent, oui, tu prends une bouteille de plastique, tu la retournes, enfin tu la coupes, tu la retournes et tu mets du sirop de fraise et ça marche très bien. C'est ça le piégeage? Non, ça, c'est un peu la caricature. Le piégeage bien conduit. Ouais. Il y a deux choses, il faut qu'il soit efficace, d'une part, et qu'il ne perturbe pas trop le reste des autres insectes. Donc ce sont deux critiques qui sont indiquées par le Muséum d'histoire naturelle. Et je considère que le piégeage de printemps est inefficace, d'une part, et d'autre part que ça porte atteinte à la biodiversité en capturant des insectes non ciblés. Ouais. Et pourtant, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, dit. alors pour nous, apiculteurs, et avec le retour depuis plusieurs années, nous nous apercevons que les endroits, les communes, communautés de communes, où le piégeage est bien organisé, qu'il est bien conduit, qu'il est fait comme il doit être fait, aux endroits où il doit être fait et au moment où il doit être fait, conduit à une diminution considérable du nombre de nids. Je prendrai l'exemple d'une communauté de communes du nord-est du département, où ils sont à peu près à 17 nids pour 14 communes, ce qui fait 1,2 nid par commune. C'est tout à fait supportable. C'est supportable, c'est ça. Oui. Chez nous, sur le Bergeracois, nous devons tourner à 70 nids sur une commune. Et ce résultat a été obtenu grâce à une entente au niveau des communes en question, là. Oui, et on a maintenu un procédé qui avait été lancé en 2008, qui est de former un ou des piégeurs et de poser des pièges là où il faut, c'est-à-dire à la ruche, bien sûr, parce que ce sont des endroits qui attirent les femelles fondatrices, à côté de tas de compost. Il faudrait le poser à côté de la déchetterie, il faudrait le poser derrière les magasins où on pose les cartons. Ce que vous proposez, c'est donc la formation de quelques personnes sur une communauté de communes, enfin sur plusieurs communes, et qui suffirait à payer un peu, évidemment. Je suppose que tout ça... Même il y a des gens qui sont prêts à le faire bénévolement. Ouais. Mais le matériel nécessaire... C'est des pièges plastiques qui valent 3 € pièce. C'est pas coûteux. C'est vraiment pas grand-chose. C'est simplement une question de volonté. Alors le problème, c'est que ces piégeurs qui ont débuté au départ, qui étaient bénévoles, se sont retrouvés accusés de détruire la biodiversité et de faire un travail inefficace. Donc on les a démobilisés. Accusé par qui? Le Muséum d'histoire naturelle, par le fameux scientifique. Et c'est là où c'est grave. Mais pourtant, vous sembliez d'accord avec ça, non? Non, absolument pas d'accord avec ça. Nous préconisons le piégeage de printemps. C'est le seul moyen de réduire à un niveau acceptable le nombre de nids. L'argument de la réduction de la biodiversité ne vous convainc pas? Non, alors c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire, s'il est bien mené, c'est-à-dire si on ne le commence pas trop tôt, quand les mésanges arrivent, tout à l'heure je vous parlais des mésanges, c'était pas innocent. Les mésanges, les hirondelles, enfin les mésanges c'est pas exact, mais les hirondelles quand elles arrivent, le milieu s'est déjà considérablement enrichi en insectes. Ça pullule au mois de fin mars, début avril, les insectes pullulent de tous les côtés. C'est pas parce qu'on va prendre 3 mouches dans nos pièges à guêpes que ça va diminuer la population. Par contre, c'est vrai que si on commence aujourd'hui à piéger, ce sont les insectes que l'on piège aujourd'hui, ce sont des insectes qui étaient destinés à passer l'hiver et à renouveler les populations. C'est une affaire de bon moment, quoi. C'est une affaire de bon moment. Donc il faudrait commencer le fin mars jusqu'à la mi-juin, sauf dans les endroits, excepté les endroits où il y a eu un nid l'année précédente. Là où il y a eu un nid, il y a de très fortes probabilités que les fondatrices soient au sol. Ou dans un tronc d'arbre, ou dans des souches, ou dans un mur. Et si on peut les capturer avant qu'elles ne partent sur d'autres secteurs, il faut les capturer à ce moment-là. Mais parce qu'on a cet argument du nid qui est précédent qui était là. D'accord. Bon, et vous avez dit de fin mars à juin, et ça suffirait pour... Alors là, on va empêcher, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un nid est fondé par une femelles reproductrices. Les femelles reproductrices passent l'hiver, elles sont fécondées à l'automne précédent et elles commencent fin mars à construire leur nid, à pondre, et les premières ouvrières vont naître début juin.
Et c'est pour ça que c'est pendant cette période-là, si on capte une femelle alors qu'elle a des très forts besoins énergétiques, donc elle est à la recherche de sucre et d'alimentation. Protéines, oui. Non, surtout du sucre. De sucre. Il faut qu'elle construise un nid, il faut qu'elle aille chercher de la cellulose, il faut qu'elle malaxe, il faut qu'elle ponde, qu'elle chauffe les larves et qu'elle les nourrisse. Ça demande énormément d'énergie, donc elle va aller chercher de l'énergie la plus concentrée possible. Et si on la capture à ce moment-là, le nid est perdu. D'accord, d'accord. Bon, eh ben, écoutez, c'est bien. Et une fois, disons, les nids eux-mêmes sont présentent, enfin, sont récupérables, parce qu'on a vu dans le film que c'est vraiment de beaux objets. J'ai pas, hein, excusez-moi de parler un peu comme ça de l'extérieur, mais c'est vachement beau. Et c'est un art ou une science extraordinaire, enfin, qui fait. Surtout, vous me dites, c'est une femelle qui fait ça. La vache, elle est vraiment forte, quoi. Enfin, après, elle n'est pas toute seule, je suppose, mais quand même, c'est magnifique. Au point de vue des nids, il y a quelque chose à faire une fois que ce moment du piégeage et le juin est passé, on peut... Donc les femelles qui sont installées au mois de juin, on ne peut plus les capturer. Donc il faut pouvoir identifier les nids, donc savoir reconnaître ces petits nids. Attendez, on ne peut plus les capturer, pourquoi? Parce que à partir du moment où les premières ouvrières... trop nombreuses ou... Non, à partir du moment où les premières ouvrières naissent, la femelle elle reste dans le nid, mais elle ne va plus chercher. Ok. Elle ne va plus à la chasse, elle ne va plus chercher de la nourriture. La source se protège. La source se protège, elle reste dans le nid pour chauffer, pour pondre, pour construire peut-être aussi, mais elle reste dans le nid. Donc elle n'est plus capturable dans des pièges. D'accord. Ce qu'on peut capturer, c'est quelques ouvrières, ça devient très difficile parce que quand arrive le mois de juin, il fait chaud. Et ce dont sont à la recherche n'est plus trop l'énergie, mais plutôt les protéines pour nourrir les larves. Et il est difficile au mois de juin, juillet de piéger. Honnêtement, pendant l'été, c'est presque impossible. D'accord. Par contre, on peut repérer des nids, parce que les petits nids, au départ, c'est comme deux coquilles d'œufs. Et on va les trouver sous les auvents, dans des endroits extrêmement abrités. Parce que c'est du papier extrêmement fin, et il faut que ça soit abrité à la fois du vent et de la pluie. Bien sûr. Donc, si on voit un petit nid, deux petites coquilles d'œufs qui se superposent, c'est de la taille d'un citron, un gros œuf. Si là, on peut y aller. Là où vous attendez que la femelle soit dedans, et un grand coup de savate, vous l'attrapez. Ou alors, si vous avez peur, avec un aspirateur, quand elle arrive, quand elle va sortir, ou quand elle est... Ça peut être dans une maison, dans un garage ou dans un... C'est souvent sous les auvents. On le voit très très souvent sous un auvent, sous un avant-toit, un hangar. C'est abrité du vent et de la pluie. Sous une gouttière, voilà. Oui, tout à fait. Et par contre, vous allez me dire, c'est les nids qui... Oui, c'est énorme truc. Alors, dans les arbres, ce sont au mois de juillet, un groupe d'abeilles, un groupe d'ouvrières, pas d'abeilles, excusez-moi, un groupe d'ouvrières va partir, construire un nid secondaire. Alors là, à l'abri de la vue, et un endroit qui est tranquille. Alors souvent, ces fameux nids... C'est haut dans les arbres, oui. Ils vont construire un deuxième nid, donc un nid secondaire. Quand il est déjà suffisamment construit, la reine, la fondatrice va les rejoindre. Et les larves qui naissent, les jeunes frelons qui naissent, vont être ramenés progressivement au nid secondaire et le nid primaire va être abandonné. D'accord. Et à ce moment-là, quand ces nids sont énormes, donc ça vaut quand même la peine de les détruire Alors, plus on les détruit tôt, mieux c'est. Oui. Si on pouvait les détruire avant la fin août, ça serait formidable. Ah, d'accord. C'est à partir de la fin août, début septembre, que les futures reproductrices sont fécondées. La taille à ce moment-là atteint quelle... Alors la taille, c'est un ballon de foot au mois d'août. On avait suivi un nid au mois d'août, il prenait 3 cm de hauteur et de diamètre par semaine. Ah, d'accord. Donc vous voyez une douzaine. Ça gonfle. Vous avez ça, vous avez un nid comme ça au début du mois, et à la fin du mois, vous avez un nid qui commence à être comme ça. D'accord, d'accord. Bon, je ne sais pas si on a fait le tour du sujet, mais voilà, notre temps est hélas imparti. Vous voulez ajouter un truc peut-être? Il existe des associations qui détruisent les... Bien sûr, je pense qu'on va les mettre. Ça, c'est quand même important. On a déjà mis une référence dans le reportage, mais on va le remettre. Pour piéger, par contre, chacun peut le faire aussi. Parce que malgré tout, pour l'instant, il n'y a pas d'organisation. Mais pas trop tôt si possible pour éviter. Donc à partir de la fin mars, mettre des pièges dans des endroits où des tas de compost, à côté de tas de compost, des endroits qui sentent le fruit mûr. D'accord.
et mettre dedans tout simplement les fameux pièges à guêpes qu'on trouve dans le commerce, Ouais. un peu de panaché, Ouais. et c'est le meilleur des appâts au printemps. C'est quoi Le panaché, le panaché, vous dire de la bière et de la limonade. la limonade. Ah, je croyais que c'était un truc très spécial. Non, le panaché. ça marche très très bien, c'est ce qui marche le mieux au printemps. D'accord. À l'automne ça marche pas bien, mais au printemps c'est ce qui marche le mieux. Bon, merci beaucoup, Monsieur Legrand. On va faire une virgule et puis ensuite on S'il y a passera. l'animal, s'il vous plaît. Oui, pardon. Nous, le syndicat d'apiculture départemental d'Abeilles Périgordines organise sa première journée de formation au Rucher École samedi prochain à Trélissac à 14h. Voilà. D'accord, Trélissac prochain. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça va être à nous, Adrien. Bon, ben nous revoilà aussitôt dit. On va faire un petit saut intellectuel, de passer de l'abeille au documentaire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, salut Adrien, donc rebonjour. Tu t'appelles Adrien Charmeau et tu es un des deux fondateurs d'une association qui est à Montpazier et qui s'appelle L'œil lucide. Tu nous expliqueras peut-être ce titre. En tout cas, votre affaire, c'est le documentaire cinématographique, donc, et le documentaire professionnel. Voilà, je te laisse peut-être présenter cet assaut, son âge, sa vertu et peut-être ses manques d'aujourd'hui. Alors, l'œil lucide, donc c'est une association qu'on a créée ça fait 3 ans maintenant. C'est des auteurs-réalisateurs de documentaires, des cinéastes, qui ont créé cette association en se posant la question de la diffusion de leurs films et la diffusion du cinéma documentaire. Alors je ne sais pas ce que vous appelez documentaire professionnel. Ah oui, non, moi non plus, mais c'est toi qui le sais mieux que moi. Nous, on parle du... Enfin, pour nous, ce qu'on met derrière le mot documentaire, c'est avant tout du cinéma. Ce n'est pas de l'audiovisuel ou du reportage. C'est une démarche artistique avec un point de vue d'auteur, de réalisateur, un point de vue sur le monde, subjectif sur le monde, et non pas une objectivité à tout prix. Alors on va voir dans le petit extrait du reportage qu'on va montrer tout à l'heure que vous avez effectivement invité des documentaristes professionnels à ces fameuses rencontres du réel pour la 2e année avec effectivement des cinéastes professionnels, des choses qu'on voit rarement à la télévision. Est-ce qu'on peut aborder ce thème tout de suite ou bien tu veux continuer Non. Parce que nous, ce qui nous a frappé en te connaissant et puis en faisant ce petit reportage, c'est qu'il y avait un problème. C'est que le documentaire, c'est peut-être pour ça que tu m'as demandé ce que j'entendais par documentaire, parce que le documentaire, personne ne sait ce que c'est, vu que la télévision semble assez imperméable à la diffusion de documentaires, disons, dignes de ce nom, ou de documentaires tout court, puisque moi ce qui m'a frappé, c'est le grand nombre de documentaires qu'on avait pu apercevoir avec vos rencontres du réel, là, et puis le très petit nombre que la télévision donne à voir, quoi. Bon, pour le dire clairement, personnellement, je pense que la télévision pervertit le nom de documentaires. C'est ça. En fait, et met plutôt du reportage télévisuel fait par des journalistes et non pas par des cinéastes. D'accord. Voilà. Mais si on va plus loin, nous, ce qu'on met derrière le mot documentaire aussi, ça se rapproche assez rapidement de la fiction. Donc il y a une écriture, un montage, un temps de tournage qui se rapproche de la fiction. Est-ce que la comparaison avec en littérature avec la nouvelle te paraît judicieuse ou tu vois, en littérature il y a les romans, les grands romans, et puis il y a la forme nouvelle qui est le petit roman, enfin, le récit court. Est-ce que le documentaire serait au film ce que la nouvelle est au roman? Non, je pense pas du tout. Non, je pense que le documentaire est l'égal de c'est un truc spécifique. C'est du cinéma, voilà. Ça fait, pour nous, on essaie
d'en diffuser plus pour montrer aux gens que c'est du cinéma, que ça a sa place dans des salles de cinéma, donc ça, on peut en parler aussi, et que ça a sa place à la télévision, mais des documentaires longs, pas formatés, pas avec une durée. Oui, quand j'étais petit, comme je suis un type un peu vieux, au cinéma, il y avait toujours un court-métrage avant le film. Il y avait toujours. D'accord. On appelait ça le documentaire. N'est pas forcément que du court-métrage. Oui, mais bon, d'accord. Mais en tout cas, le fait est que ça n'existe plus du tout au cinéma. Quand on va au cinéma, on voit plus du tout de court-métrage. Enfin, certaines salles le font encore. Oh, oui. Elles sont rares. Hein. Elles sont rares. Bon, alors, pourquoi cette association donc, pour cette défense du documentaire de création? On défend le documentaire de création. Enfin, on peut dans l'autre sens la création documentaire, c'est-à-dire qu'on défend aussi le documentaire sonore. En fait, toute démarche qui a à voir avec le documentaire, avec l'écriture du réel. Voilà, il y a des festivals qui s'appellent Cinéma. Alors, je vais peut-être te poser une question embêtante, mais tu as beaucoup parlé de subjectivité. Et maintenant, tu nous parles du réel. Alors, est-ce que tu peux... Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question... effectivement. Je sais pas, je pense que c'est pas moi le prof de philo. J'étais prof de philo quand j'étais petit, donc... Non, mais c'est pas une question philosophique, ou du moins, si elle est philosophique, elle serait au sens ordinaire du terme. C'est-à-dire, comment peut-on prétendre à toucher le réel quand on prétend en même temps au regard essentiellement subjectif? Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît un peu contradictoire. Tu vas nous expliquer ça sûrement. Joli cadeau. Non, c'est une question vache. Non, ça n'est bon. Très intéressant, je sais pas. Non, mais peut-être que la réalité est subjective, j'en sais rien, c'est possible. Peut-être que la réalité, je sais pas si elle existe. Ah, d'accord. Et j'ai pas grand-chose à dire comme ça. Alors, en revenant à ton association, donc 3 ans d'existence. Vous êtes, excuse-moi, mais vous êtes quand même dans le trou du cul du monde. Moi, je suis allé chez vous, c'est vraiment la forêt profonde de Dordogne. Enfin, lui, il fait des abeilles, donc ça va, c'est normal. Mais vous, documentariste, pourquoi en Dordogne? Pourquoi Parce qu'on s'est installé là-bas et qu'on apprécie beaucoup l'endroit. Et que l'idée, c'était d'agir aussi au niveau local, quoi, c'est-à-dire où on habite déjà. Parce que les gens, ils sont les mêmes chez nous, c'est-à-dire ils ne connaissent pas le documentaire, mais c'est pareil à Paris. Hein. Quand on va dans une salle de cinéma à Paris, les gens documentaires, ils ne connaissent pas. Il y a 3 personnes dans une salle pour voir. Ah bah moi, ça moi. Voilà. Je vais rester en Dordogne finalement. Quelque part. C'est pas mieux qu'à Paris, c'est pas moins bien. Par rapport à la diffusion du cinéma documentaire, ce qui est très difficile. Mais c'est principalement parce qu'on habite, les membres fondateurs habitaient à côté de Montpazier. D'accord. Voilà. Et du coup, vous avez... On se destine, par exemple, on peut parler des projets déjà. On fait un projet à l'hôpital Vauclair de Montpont-Ménestérol. Là, on traverse quand même le département. C'est l'hôpital psychiatrique de secteur. Oui. Et en fait, on essaie de rayonner un peu sur toute l'Aquitaine et au-delà, quoi. Un petit mot sur cette action auprès d'un hôpital, c'est bizarre, pourquoi Alors ça, c'est une affaire de rencontre, quoi. J'ai été rencontrer une personne qui s'appelle Jean-Louis Demirard, qui est une association qui s'appelle Zapart, qui fait de la médiation culturelle dans l'hôpital. C'est un ancien infirmier qui a créé une structure et un lieu de résidence pour les artistes contemporains. Et donc j'ai été le rencontrer et il m'a fait découvrir une salle de cinéma dans l'hôpital Vauclair qui ne servait plus en fait, entre une salle de cinéma, une salle de spectacle, une salle des fêtes. Donc il y a un écran, voilà. Ah oui. Avec un appareil 35 mm? Non. Il y avait un projecteur, il y avait un 16, projecteur 16. Mais il est un peu vieux. Et donc nous on vient avec tout le matériel pour projeter des films en numérique, en vidéo. D'accord. Et alors très vite l'idée ça a été d'essayer de tenter l'expérience de décloisonner un peu les publics et puis de décloisonner un peu l'image qu'on a de changer un peu l'image qu'on a de l'hôpital. Et donc on a invité des gens de l'extérieur, des patients de l'hôpital et des soignants ensemble à regarder plusieurs films documentaires dans quelque chose qu'on a appelé des ateliers de programmation. Donc on diffuse plusieurs films documentaires.
Que vous aviez choisi. Qu'on a pensé par rapport à certaines contraintes de l'hôpital. D'accord. Voilà. Et, tu veux dire qu'il pouvait avoir un intérêt direct pour les patients ou comment Non, c'est par rapport à des contraintes d'attention, de durée, oui, d'accord. de non-sous-titrage, des choses comme ça. D'accord. C'est plutôt des choses comme ça. Et ensuite, par contre, on invite tout le monde à discuter sur chaque film à chaque fois. Donc on prend une journée pour les ateliers de programmation. Et à la fin de ces ateliers de programmation, on décide ensemble de quel film, ou plusieurs films, si les durées correspondent, pour établir une programmation diffusable au public le mois d'après, en fait, à un public plus large. D'accord. Voilà, au début, le projet, on voulait diffuser au cinéma de Montpont-Ménestérol, et il s'avère qu'on a rediffusé dans la salle de cinéma de Vauclair. Donc les patients et les soignants choisissent chacun une voie et choisit le film, établit une programmation et vient présenter à d'autres patients et au public pourquoi ils ont fait ce choix de film et tout. Toujours avec discussion aussi. Alors le sens de ça, c'est que le film documentaire, le cinéma documentaire, c'est un très très bon médium pour la parole en fait, et pour se retrouver dans les films, voilà, c'est ça. Pour échanger la subjectivité, ensemble. En fait, c'est la médiation entre le réel et nous, quoi. C'est ça. Et il s'avère que dans la salle, à ce moment-là, que ce soit le soignant ou le patient, tout le monde est à égalité, et on sait même des fois, nous, quand on connaissait personne, on posait la question qui était patient, qui était soignant en fait. Très bien. Et les films qui ont été choisis n'étaient pas forcément les plus évidents et étaient même ceux les plus expérimentaux en fait. Qui ont le mieux marché. Qui ont le mieux marché, par exemple des films muets en noir et blanc. D'accord. Ou des films assez plus classiques ont été. À quoi tu attribues cette surprise, enfin Moi je pense que c'est par rapport à la place qu'on peut avoir dans les films en tant que spectateur. Certains films qui nous rendent beaucoup plus actifs en tant que spectateur. C'est ça. Des films qui laissent la place. Qui laissent la place, et je pense que les gens dans l'atelier de programmation à Vauclair ont été très sensibles à ça et senti ça, et du coup ont beaucoup parlé, beaucoup pu imaginer les choses, projeter des choses sur les films. C'est pas des films où on mâche, on prémâche ce qu'il faut comprendre. C'est la métaphore. C'était beaucoup de films. On a fait par exemple un des ateliers sur l'essai poétique. Donc voilà, c'est bien. Bon, merci de cette première approche. Alors on va passer l'extrait du reportage qu'on a fait chez vous, et puis ensuite on reviendra sur toutes ces histoires et puis une nouvelle chose aussi. Voilà. En fait, j'ai surtout invité ATIS pour faire organiser ces rencontres professionnelles. ATIS, qui est l'association des auteurs de l'image et du son en Aquitaine. Et donc, pour le Lucide, on est 2 membres actifs, Adrien et moi-même. Ça nous semblait naturel dans ce temps de rencontre pour vraiment voir un certain nombre de films qu'on espère qu'on sait être de qualité et qu'on sait être trop peu vus. Dans ce temps de rencontre du réel, ça nous semblait naturel pour interroger et prolonger cette question de notre programmation d'horizon des hommes, qui articulent des films autour du paysage et du rapport qu'on nourrit avec eux. Il nous semblait normal, en tant qu'auteur aussi, Adrien et moi on est auteurs, et on fait ce festival-là, mais il nous semblait normal de donner la parole à des auteurs pour interroger aussi l'horizon des auteurs. Ce qui réunit au niveau d'une réflexion sur l'avenir des auteurs, quel est l'horizon, dans quelle
contexte qu'ils sont en train de créer, c'est de réussir à faire son film. Et quel est l'accompagnement? C'est ça qui nous rassemblait. La question posée lors de ces rencontres professionnelles était celle des perspectives et de l'accompagnement des auteurs. Si je fais ça ici, c'est quand même pour les habitants d'ici. Moi, j'ai envie que les gens puissent avoir accès à un cinéma que j'estime de qualité, d'une grande qualité, et qui surtout leur parle d'eux. Il suffit de faire le premier pas pour se rendre compte que le cinéma documentaire, c'est un cinéma qui leur parle d'eux-mêmes. Parce que moi, c'est l'autre, l'autre, c'est moi. Il y a des questions qui circulent et qui s'échangent. Il y a un mot un peu qui revient souvent là au cours de ces journées, c'est solitude. C'est que isolement. C'est que souvent un auteur, et on l'a encore vérifié, il écrit dans son coin, et c'est rarement qu'il s'organise dans un collectif d'auteurs, ou alors il a toutes les peines du monde à trouver un producteur digne de ce nom pour l'accompagner, ou alors il a toutes les peines du monde à se rapprocher de l'institution pour connaître les aides auxquelles il a droit. Et Atis, c'est un petit peu la volonté de communiquer là-dessus, de faire que les auteurs ne soient pas tous seuls, quoi. C'est un rassemblement d'auteurs. Et c'est avant tout un espace comme dit Mia, un espace de création, enfin un espace de création, d'échange, de partage, faire circuler l'information, se rencontrer, échanger autour des films, autour des questions d'écriture, d'accompagnement, parler de liens avec les producteurs, de diffusion évidemment, d'éducation à l'image également. En gros, tout ce qui, en dehors de la pratique même de l'écriture, peut s'inscrire dans un cadre collectif. Aujourd'hui, il y a finalement très très peu de films qui passent à la télévision et ils sont tous formatés, quoi. Enfin, formatés, effectivement, il faut tout expliquer, faut... voilà, la création, le film d'auteur n'a pas sa place aujourd'hui. C'est-à-dire que, notamment sur Arte, il y avait quand même nous, on parle de cinéma documentaire en l'occurrence, parce que sinon, après, on parle de fiction et ça peut être des alternatives comme la salle de cinéma, le court-métrage ou le long-métrage. Mais en documentaire, il y a eu un âge d'or de la télévision avec Arte, qui aujourd'hui est une chaîne qui prend moins de risques, tout simplement, pour avoir soi-disant plus de public. On est des auteurs-réalisateurs, certains d'entre nous interviennent auprès de publics très différents. Ça va de l'hôpital psychiatrique avec Jenny par exemple, la maison de retraite, des écoles, des dispositifs d'éducation à l'image. Moi j'en fais l'expérience au quotidien. Si vous montrez des choses, il y a moyen de faire la différence, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure aussi, Dury, entre vous montrer un bout de reportage télé et puis après un film dit d'auteur avec un autre travail, un autre regard, un autre point de vue. À partir du moment où vous montrez des extraits, moi je pense que c'est la base de tout travail, c'est de partir des images et des sons. Il y a matière à expliquer, mais en 2 temps 3 mouvements, la différence entre ce qu'on essaye de défendre et le flux. Bien, alors on vient de voir ta compagne Adrien, Jenny, qui parlait un peu de ces rencontres du réel, et puis aussi donc quelques représentants de l'association des auteurs-réalisateurs de documentaires en Aquitaine, qui font comme ils peuvent pour défendre leur beefsteak dans le sens que tu viens de développer un peu. Alors, tu nous as parlé d'un travail avec l'hôpital psychiatrique. Je pense à une association de ciné-club à Bergerac, Tapage. J'espère que vous allez travailler ensemble aussi pour pouvoir présenter quelques documentaires et faire ces discussions. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, là, ce que tu dis sur les réactions du public, la façon de voir les choses. Tout ça est tout à fait intéressant. Alors, maintenant, on parle un peu d'avenir. C'est quoi le projet de Œil Lucide pour l'instant? Vous avez quelques projets en cours? Ouais. Bon, déjà, on va essayer de reconduire, enfin, c'est pas on va essayer, c'est on va reconduire l'action. Les rencontres du réel. Donc, l'action à l'hôpital aussi. Ah, d'abord. On va reconduire par le dispositif Culture Santé. D'accord. Voilà.
Donc on va essayer d'élargir un peu plus, peut-être avec une structure qui est sur Bergerac aussi. L'hôpital de jour de Bergerac, et puis d'essayer de croiser un peu l'hôpital de jour et c'est à quel rythme Vauclair selon quelle périodicité on doit encore. Pour l'instant, c'est en discussion. C'est du projet, mais d'accord. L'idée c'est de croiser un peu les deux structures et puis à la fin de faire une diffusion événement dans un cinéma avec les auteurs. Bon, manifestement, ça a bien marché, donc les gens sont contents et ils ont envie de continuer. Voilà, et que les gens viennent présenter les films. Super. On va reconduire fin novembre les rencontres du réel, donc ça sera les rencontres du réel 3. Bon, voilà. Avec aussi Atis. À Montpazier toujours. Oui, et avec Atis aussi, avec cette... Peut-être pas avec Atis, l'idée c'est d'inviter peut-être d'autres structures sur d'autres thèmes. D'accord. L'année dernière, donc c'était l'horizon des auteurs. Oui, on en a un peu parlé dans l'interview, mais... Donc on a invité Atis. Très divers. Donc là, vous êtes en train de chercher un peu un thème ou... on travaille à la programmation pour l'instant. D'accord. Ok. Et puis alors, peut-être qu'on pourrait maintenant parler d'une troisième chose. Vous êtes partenaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'un projet qui s'appelle 100 jours et 100 documentaires, et qui est une allusion donc aux 100 jours qui sont en train de courir en ce moment et qui nous séparent de cette putain d'élection présidentielle en France. Je dis putain parce que je trouve ça très agaçant. C'est un appel à bêtise pas croyable. Et là, pour une fois, je change d'avis parce que si ça donne l'occasion à des documentaristes de montrer ce qu'ils savent faire là-dessus, je suis très curieux de voir. J'ai encore rien vu. Hein. Toi, je crois que tu en as vu un peu. Tu vas nous dire comment et pourquoi. Mais voilà. Donc 100 jours, c'est quoi ça, cette histoire? Alors 100 jours. Donc l'œil lucide n'est pas à l'initiative de ce projet. À l'initiative de ce projet, c'était des structures des jeunes qui sont sur Poitiers, qui sont réunis en collectif. Il y avait plusieurs associations, structures, dont, comme ça, je cite un peu la famille digitale. Des gens qui sont encore à l'école, je peux dire ou... Les yeux non, des gens qui sont sortis d'une formation et qui sont principalement tous réalisateurs ou artistes, vidéastes, ou producteurs aujourd'hui de cinéma ou de documentaires sonores. Et donc en 2007, aux dernières élections présidentielles, ils ont créé ce projet qui était 100 jours. Donc c'est 100 jours avant les élections, un film par jour diffusé sur Internet. J'avoue n'en avoir jamais entendu parler. 5 minutes, par 100 réalisateurs différents. Donc en 2007, ils étaient arrivés à 60 réalisateurs différents. Donc il y a des gens qui ont dû faire plusieurs films. Excuse-moi, mais ces œuvres, ces travaux sont toujours visibles? Oui. Ceux de 2007 Ceux de 2007 sont toujours visibles, il y a toujours un site ouvert, on tape 100 jours. 100 jours, et même sur les 100 jours 2012, il y a une archive. 100 jours 2007, D'accord. Alors, c'est donc une centaine de documentaires, puisque ça dépend s'ils y arrivent, mais de 5 minutes. Alors là, c'est sûr que ça sera une centaine de documentaires. Cette année, donc en 2012, là, il y a 100 réalisateurs différents, c'est sûr. Dont toi, d'ailleurs. Oui, dont moi, le 22 mars. C'est noté. Donc c'est toujours le principe d'un film par jour pendant 100 jours. Voilà. Donc l'œil lucide, alors ce projet est sous licence libre par rapport à Internet, par rapport à la diffusion des films. Les films sont sous licence libre. Donc toutes les structures peuvent s'emparer des films, les projeter dans leur lieu, oui, ben, leur écoute, espace. Justement, il se trouve que mon président est venu à ma gauche remplacer Richard qui devait partir pour Royan. Donc j'espère que mon président va écouter ce que tu dis et être bien comme il faut, parce que il faudrait qu'on passe au fond ces films aussi bien sur Canal Pourpre, si c'est possible. Enfin, on va les contacter, mais voilà, ça serait très bien. J'en suis. Le 22 mars. Le mouvement du 22 mars. Non, mais ça, c'est son anniversaire, c'est pour ça. Le mouvement du 22 Est-ce que tu peux nous dire... c'est que l'œil lucide, donc nous, on rentre dans le collectif, on est partenaire du projet, et on va diffuser les films, l'intégralité des films, les 100 films, dans 8 rendez-vous, dans un super café-resto à Montpazier, qui s'appelle Chez Minou, qui est assez connu chez nous.
chez Minou à Montpazier. Voilà, à 22h. Tous les samedis à partir de... Pas tous les samedis. Non, tous les 15 jours, pardon. À partir du 4 février jusqu'au 5 mai, la veille du second tour. C'est ça. Voilà. C'est quand même... C'est très On tentant. va faire des programmations d'environ 1h15. D'accord. 10-14 films de 5 minutes. Et l'idée, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une expérience de spectateur. Voilà. Que les gens discutent entre eux. Toi qui en as vu 2 ou 3, je crois. Ouais. Tu peux Je veux juste rajouter un truc par rapport à 100 jours. Cette année, en 2012, ils font quelque chose de super bien. Sur le site internet, il y a aussi les 100 nuits. Donc toutes les nuits, c'est ouvert à la création libre, c'est-à-dire bande dessinée, documentaire sonore, texte, plein de choses. Donc là, il y a déjà plein de choses qui sont arrivées de plein d'artistes différents sur les 100 nuits. Voilà. D'accord. Alors bon, je vais peut-être pas parler de ça, mais pour les vieux comme moi, ce qui est effrayant, c'est qu'il y a tellement de trucs qu'on se dit, j'aurai jamais le temps, quoi. Déjà 100 jours et 100 nuits, ça fait beaucoup. Et puis il faut en plus voir les 73 autres de 2007. Enfin, bon. Non. on peut voir. Non mais bon, c'est une plaisanterie. Mais tu peux nous en parler de ce que tu as vu? Est-ce que c'est racontable ou présentable? Mais l'idée, c'est de traiter un peu de notre rapport intime aux politiques, en fait. L'élection présidentielle, c'est un prétexte à création et à expression intime, en fait, de notre rapport aux politiques. Alors, là, par exemple, le premier film, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui filme, qui fait des journaux intimes filmés. Journal filmé depuis des années, et du coup là elle récupère de la matière de ces journaux et elle crée quelque chose dans son rapport aux politiques avec ce matériau là. Il a le temps de faire une démonstration à ton avis en 5 minutes? Enfin tu as trouvé qu'il y avait... Moi je trouvais c'est un exercice quoi, c'est un exercice, une expérience de format court documentaire. Moi-même je me pose la question du format court. Est-ce qu'on peut parler couleur politique est un grand mot, mais je crois que tu m'as dit que c'était des gens relativement engagés et plutôt à gauche, ou comment dire, est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça ou... Oui. Oui. Mais l'idée, c'est pas un projet qui est forcément partisan en fait. D'accord. D'accord. C'est pas partisan, mais c'est engagé. Oui, c'est engagé, bien sûr. D'accord. Voilà, donc on a fait le tour de tous les projets de l'œil lucide ou pas? Non, projet à plus ou moins long terme. On a déjà commencé cette année un projet de résidence d'accueil de cinéastes pour soutenir leurs films, que ce soit à la post-production ou à l'écriture. Voilà, c'est un gros projet qu'on a commencé à mettre en place de manière expérimentale avec une réalisatrice qui s'appelle Samantha Yepes. J'ai parlé de votre isolement effectivement près de Montpazier, mais en même temps qui est d'origine équatorienne. Votre maison est vachement agréable, enfin le lieu est très agréable. Voilà. On comprend que vous désiriez en faire expérimentalement profiter les gens. Voilà, elle est venue monter le film chez nous, son film qui s'appelle Derrière les collines, qui est à voir avec qui était présente aux rencontres du réel. Les assassinats des militaires en Colombie. Voilà. Et c'est un film qu'on a soutenu parce qu'elle n'arrivait pas à finir son film, elle voulait absolument le finir. Et on lui a proposé un cadre, du matériel et un regard sur le montage du film. Oui, parce que vous disposez de toute la technique nécessaire pour faire ça. Oui. Ouais. Voilà. Mais ça, pour l'instant, c'est une manière expérimentale. Vous avez des candidats ou vous avez des... Non, on n'a pas posé de candidature. C'est des gens qu'on connaît, qu'on connaissait, on nous a parlé du projet, on a discuté ensemble, et elle a voulu voir avec nous comment on pouvait l'aider, quoi. Mais l'idée, ça serait de créer un lieu, un lieu de vie ou un lieu où ce serait possible de venir faire ces films, comme il en existe quelques-uns en France, en écriture, le Moulin Nandais par exemple. Oui, c'était la question que je voulais te poser. Comme pour les plasticiens ou comme pour l'art contemporain. Tu sais que ça existe ailleurs en France? Oui. Il y a d'autres trucs. Il y a quelques structures pour le cinéma documentaire. D'accord.
Oui, et pour la qui sont. post-production, par exemple, il y en a une à Montreuil, et avant, elle était à Saint-Denis, ça Oui. Périphérie. Je me souviens qu'on en avait parlé aux rencontres du réel aussi. Oui. Mais ce sont des lieux plus ou moins officiels. Je veux dire des lieux comme le vôtre, à la Sauvage, si je peux me permettre, tu vois, et ça existe. Enfin, des gens. Faut être clair. Là, c'est à la Sauvage parce que on expérimente sans moyens. C'est ça. Mais malgré tout, vous y allez. Pour comprendre et pour savoir qu'est-ce qu'on veut pas, et pour nourrir le projet, et voir comment on va le développer. Parce que c'est quelque chose qui est assez lourd, mais qu'on veut développer d'une certaine manière, avec des interventions extérieures sur les films, si l'auteur le souhaite, par des professionnels qui peuvent voir ensemble, collectivement, des rushs, construire le film ensemble. Voilà. Ouais. Parce que souvent, mais ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est que l'auteur, il est isolé, mais jusqu'au bout de la chaîne. Bien sûr. Les jeunes auteurs du documentaire sont souvent très très isolés. Donc du coup, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un lieu où on peut... Bien sûr. Voilà. Bon, écoute, merci pour avoir approfondi ce sujet avec nous là. Et puis on va se revoir. Tout ça est vraiment intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et on va changer de conducteur après la virgule. A priori ça marche. Voilà. Donc Gilles a pris la place de Richard Legrand qui est parti. Voilà. Donc on a changé tout simplement d'animateur puisque mon camarade qui est à ma gauche a quelques difficultés avec les musiques un petit peu amplifiées, parce qu'il est un peu sourd. Et ce n'est pas lié à son avantage, j'espère. Si. Et en plus il a beaucoup hypoacousique. Il a beaucoup secoué les cheveux il y a très longtemps. Il en a plus beaucoup. Donc il faut qu'on prenne le relais. C'est un problème de génération. Pierre Petit, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes dans la vraie vie, on va dire, éducateur à la Fondation. Je fais une erreur. Non, c'est ça, oui, tout à fait. Éducateur à la Fondation John Bost. Et dans la vie associative, vous êtes président de l'association Day Off, jour de relâche, je crois, plutôt que jour de rupture. Non, jour de relâche quand un groupe ne joue plus. Voilà, c'était un petit pied de nez. Souvent, les musiciens, quand ils sont sur une tournée, ont des moments où ils ont des creux dans les concerts qui peuvent leur être proposés. Et le Day Off, c'est le jour souvent, où ils ne travaillent pas, on va dire, où ils ne sont pas en représentation. Alors il est très rare d'avoir des day off sur les vendredis, samedis, puisque nous on n'organise que les vendredis, samedis, mais c'était faire un petit pied de nez, un petit clin d'œil aux personnes qui sont susceptibles d'être invitées sur Bergerac, et puis en même temps d'affirmer le fait qu'on voulait avoir des espaces de convivialité, de rencontres, que tout ne peut pas être centré uniquement sur le travail, et que c'était un peu le jour de relâche, quoi. On était un peu dans cet esprit-là. Et même si vous ne faites pas relâche, vous existez depuis novembre 2009, si je ne fais pas d'erreur, et certains d'entre vous sont d'anciens membres d'une association qui existait déjà, qui sévissait déjà dans le Bergeracois, Mister Peel, dans sa cour de Peel. On n'a pas fait l'organisation en cour de Peel, je ne crois pas, mais le jeu de mots était très fort, très subtil. Mister Peel, donc, qui a éclaté, d'autres sont qui a duré. Mister Peel, c'était une association qui était surtout là pour soutenir et essayer de travailler avec les groupes locaux. Autour du Bergeracois, du Grand Bergeracois, pour essayer de mutualiser les moyens, les énergies, les contacts, pour permettre à une petite scène bergeracoise de s'exporter en dehors de Bergerac. Donc cette association avait réussi à porter la création d'une compilation où chaque groupe avait pu poser un morceau, et donc on avait utilisé ce support pour essayer de permettre au groupe de tourner en dehors de Bergerac, du département et de la région. Bien, alors les objectifs de l'association sont assez vastes, mais en gros, diffusion de musique rock indépendante, musique punk rock, des esthétiques musicales qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des espaces ruraux. Ce que je propose, c'est qu'on regarde tout de suite, si la régie est prête, le petit sujet qu'on a raccourci, qu'on avait filmé, au Oulala Bar de Bergerac, qui est un de vos lieux de prédilection. On va tout de suite regarder ce petit sujet, après on revient sur les objectifs, parce que j'aimerais qu'on approfondisse notamment ce qu'on avait dit sur la contre-culture. Exactement.
On entend le bruit de la bière qui coule dans le verre. Dans l'association des Off, promouvoir les musiques alternatives, underground. D'abord, comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette association? Ça voulait peut-être dire qu'il y avait un manque? L'association, en fait, elle est née en novembre 2009 et elle était composée d'anciens membres de l'association Mr Peel qui a sévi sur Bergerac pendant une dizaine d'années. La vie étant ce qu'elle est, les gens de l'association Mr Peel en fait ont quitté la Dordogne pour aller travailler entre Bordeaux et Toulouse, et puis ceux qui sont restés ici en fait ont trouvé qu'il y avait un manque en matière de diffusion du rock indépendant et surtout de défendre des esthétiques musicales. Donc comme on n'était pas content et qu'on avait marre d'aller voir des concerts à Bordeaux, à Toulouse ou à Angoulême, on a décidé de les faire venir des groupes à Bergerac plutôt que se déplacer. Donc en tant que petit représentant dans le cadre de cette interview des acteurs musicaux du coin, on s'est rapidement rendu compte que la France était vraiment le parent pauvre de toutes les musiques électriques. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs qui sont dans toutes les régions, de tous les âges, qui prennent des cours partout. On peut voir le Roxane par exemple, où il y a, je crois, 40 guitaristes en herbe qui prennent des cours chaque année, le prof de guitare est plein. Sauf que tous les groupes de rock n'ont pas accès aux grandes salles, n'ont pas accès au SMAC, n'ont pas accès aux radios. Ou alors justement dans une sorte de formulation, comme tu disais, un petit peu mainstream, c'est-à-dire on va prendre par exemple des éléments de rock'n'roll, on va les aseptiser un petit peu, ça va marcher un petit peu et voilà. Et ça, je pense pas que ce soit la contre-culture qui est véhiculée par Dayoff, mais au contraire, je pense que Dayoff essaye de donner accès simplement à des groupes qui ont du talent, de jouer sur des scènes avec des bonnes qualités d'accueil, avec des bonnes qualités sonores, avec un public d'averti, etc. Et malheureusement, l'accès à ce genre de conditions est très difficile pour les groupes. Voilà, il y a vraiment un palier entre les groupes amateurs et semi-pro et les pros, et je pense que Dayoff est là pour combler un petit peu ce manque. Nous, en fait, on est vraiment là pour défendre des courants musicaux qui sont absolument censurés par la presse musicale grand public et la bande FM. Donc on est parti d'un constat où on avait un passé de militants associatifs, on avait des fanzines, on avait des émissions de radio locales, et il y a une dynamique et un vivier qui est super important en France, mais malheureusement il est complètement caricaturé et marginalisé. Nous on se revendique d'une radicalité punk, mais pas les représentations qu'on peut avoir sur les punks à chiens, etc. On était juste là pour diffuser des groupes en alliant les arts graphiques, la littérature au travers des fanzines et aussi des nouvelles. Voilà, c'était un grand bouillonnement en fait. L'objectif aussi au niveau de l'association, c'est d'être dans plusieurs endroits. Donc le partenariat qu'on a noué avec par exemple le Melchior Théâtre ou la Gare Mondiale doit rester, et pour nous il est nécessaire aussi de continuer à aller là-bas pour justement voir un autre public, toujours les habitués, mais vu que le lieu se situe au niveau des tours, mais les gens peuvent venir aussi. Donc c'est vraiment l'objectif. On est ouvert à tout le monde. Venez, vous aimez, vous restez, vous aimez pas, vous partez. Enfin, c'est vraiment dans cette dynamique-là de couvrir le territoire. Nous voilà de retour au studio, donc défendre des esthétiques musicales qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Bergerac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors la démarche originelle en fait était une démarche assez égoïste au final, puisque c'était parti d'une nécessité, d'une fatigue que j'avais de me déplacer à Bordeaux, à Toulouse, à Poitiers, à Angoulême, et au bout d'un moment en fait avec quelques amis membres de l'association et musiciens dans des groupes locaux, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour essayer de faire venir les groupes qui nous intéressent à Bergerac en fait, puisque la situation géographique fait que on est sur
on est sur un chemin en fait, que lorsqu'il y a des groupes qui sont en tournée européenne, ils passent pas très loin de la Dordogne, il y a Bordeaux, il y a Angoulême, Poitiers, donc avec des scènes musicales assez affirmées. Et donc on a essayé d'attirer ces groupes jusqu'à Bergerac. Et pour l'instant, on a réussi, je pense. Faire venir ces groupes à Bergerac, donc esthétique musicale, on va citer, c'est très large, noise, punk rock, alors on va dire toutes les déclinaisons du rock, c'est-à-dire qu'on a une grosse culture musicale rock. Certains membres de l'association ont une culture musicale qui est peut-être un peu plus sombre, un peu plus dark, plus métal. Nous, on est plus branché le rock dans toute son acceptation la plus rage. Donc ça passe au punk, en passant par le garage, par la noise. Donc on référence aussi bien Nirvana que Sonic Youth, que Queen of the Stone Age, et après des groupes que je ne vais pas citer puisque voilà, ils sont trop underground, ça ne parlera à personne, et c'est pas forcément intéressant. C'est aussi intéressant de diffuser, de montrer que voilà, il y a aussi des groupes qui sont pas très connus mais qui mériteraient de l'être. Voilà, qui contribuent à écrire des pages dans l'histoire du rock en fait, puisque l'histoire du rock elle s'écrit par ce bouillonnement, par des rencontres, par des groupes qui décident à un moment de sortir un disque, de le presser, d'en assumer la distribution, en le vendant de la main à la main dans les concerts, ou en faisant des dépôts chez les disquaires, ou en faisant des dépôts auprès de personnes qui vendent des disques et des livres. Alors maintenant il y a internet, mais avant c'était des listes de diffusion en fait, hein. Donc on envoyait un timbre, on recevait une liste de diffusion et on commandait les vinyles, les CD et les livres qui nous intéressaient, quoi. Donc il y avait toujours cette volonté de s'émanciper des réseaux de distribution classiques, puisque ces réseaux en fait ne s'intéressent pas à ces cultures-là, même si elles sont massivement écoutées finalement, parce que maintenant ça fait partie du... Excuse-moi, mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus facile de faire un disque que de le distribuer? Ah, exactement. Maintenant, avec les nouvelles technologies, maintenant avec un ordinateur, deux micros, une carte son, n'importe qui, il se passe un petit peu dans la musique la même révolution qu'il y a eu avec le Super 8, où tout le monde a pu devenir cinéaste. Maintenant, tout le monde peut être en capacité, à moindre coût, d'enregistrer et d'enregistrer quelque chose. Après, le diffuser, c'est un autre problème, puisqu'il y a... Y compris la production du disque. Oui, y compris la production du disque. Maintenant, on peut faire on peut graver des CD chez soi, alors le contenu y est, après l'objet est différent. Pour le diffuser sur Internet avec MySpace et autres réseaux sociaux qui existent. Revenons sur le rock dans toutes ces déclinaisons, donc pas vraiment de country rock, j'ai pas eu l'impression, ni de folk. Au folk, pour l'instant, on n'est pas fermé à ça, mais on aimerait essayer des choses un petit peu hybrides, quoi. C'est-à-dire j'en aime bien mélanger, et plutôt que de faire du folk pur et dur, on a quelques idées sur des prochains concerts à venir, mais on aime bien mixer les choses en fait. Les musiques un peu hybrides en ce moment m'intéressent pas mal, à vrai dire. Bien. Et sur le fond, on va dire génération X dans les années 80, maintenant on parle de génération Y pour parler des digital natives, donc les personnes qui sont nées dans l'ordinateur, on va dire. Est-ce que vous sentez cette rupture-là, vous, dans la musique, c'est-à-dire, je vais m'expliquer un peu plus clairement. En gros, avec l'essor du grunge à la fin des années 80, vous avez cité Nirvana, mais il y aurait d'autres groupes américains. Cette idée qu'on se fait plaisir, on écoute de la musique, et finalement, est-ce que ce que certains intellectuels ou sociologues pouvaient reprocher à ce genre musical, d'être déconnecté du militantisme qui pouvait exister dans le rock dans les années 70 ou même au début des années 80? Est-ce que, puisqu'on parlait de contre-culture, de punk rock, est-ce que cette contestation elle existe encore, ou c'est simplement on se fait plaisir en écoutant de la musique un peu lourde? Ouais, je pense que les deux coexistent en fait, et qu'on est dans une période en fait où je pense que les cartes sont un peu brouillées. C'est-à-dire qu'on fait référence à nos illustres aînés qui ont bâti cette culture, cette contre-culture, mais qui est en fait très protéiforme. Puisque à l'époque des hippies, quand la sécurité dans les concerts était assumée par les Hells Angels, c'était quand même sexiste, homophobe et raciste, et à côté de ça, ils cohabitaient avec les hippies qui prônaient l'amour libre. Ouais. Donc il y a toujours eu plein de contradictions dans cette laine-là, mais c'est à l'image de la vie de toute façon, quoi. Et non, je pense que après l'engagement politique c'est quelque chose, mais est-ce que l'homme se définit uniquement par un créneau, un clivage politique? Je sais pas. Après, défendre des idées, c'est sûr que si vous êtes sexiste, homophobe ou raciste, vous n'avez pas
a priori vocation à venir nous rencontrer. Ça, les choses sont claires et nettes, quoi. Mais après, voilà, on n'est pas des militants politiques. Donc, est-ce qu'on peut encore parler de musique subversive concernant ces courants musicaux qui peuvent l'être? C'est-à-dire qu'après, chacun fait sa démarche et chacun chemine avec ce qu'il est, avec ses lectures, avec les rencontres qu'il fait. Nous, voilà, c'est pas parce que vous venez dans nos concerts qu'on va vous offrir la carte d'un parti politique X ou Y, quoi. Tout sauf ça. Nous, on veut garder une forme de liberté et d'indépendance, quoi. Bien sûr qu'on est influencé par les mouvements un peu libertaires, on va pas se le cacher, dans notre conception et appréciation de la vie, du vivre ensemble, du partage. Mais bon, si on faisait un sondage politique au sein des membres de l'association, je suis sûr qu'on serait surpris parfois peut-être du résultat, quoi. Donc c'est des choses même entre nous qu'on n'aborde pas vraiment, quoi. On partage un plaisir, on essaye de susciter la curiosité, de permettre, voilà, à des personnes de découvrir des genres musicaux qui pour moi sont intéressants puisque bouillonnants et créatifs. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que le milieu underground est très intéressant, parce que c'est la pierre angulaire de toute chose, quoi. Tout part de là, et puis après, ça remonte par la notoriété, par des rencontres, par des fois des récupérations, et la marchandisation. Exactement. Mais ce travail qui se fait en fait sur les musiques amplifiées, les musiques underground et alternatives, se fait déjà longuement en Dordogne, mais et surtout sur Périgueux. C'est-à-dire que l'association Some Product, qui a 25 ans d'existence, fait le travail, et on a une filiation toute directe, et on travaille beaucoup avec l'association Some Product, qui nous ont pas mal aidés pour l'association, pour monter, pour travailler sur des contacts avec des musiciens, sur des organisations, et c'est un petit peu nos grands frères, on va dire, qui ont une expérience du rock certaine et qui partagent à peu près la même éthique, en fait, la débrouille. Alors pour tous ceux qui ont traîné dans des endroits, je pense à Bordeaux notamment, que ce soit au Jimmy il y a quelques années, ou à la Fédération anarchiste où il y avait ce genre de concert, il y a une solidarité qui est très forte dans ce réseau, une solidarité, mais aussi, c'est la question, il y a une solidarité qui me paraît très urbaine. Périgueux, Bordeaux, Poitiers, comment vous arrivez à faire vivre cette solidarité à Bergerac? Enfin, il y a quelque chose d'ailleurs, est-ce qu'on peut opposer ce mouvement, tout cet univers qui serait d'une culture urbaine, qui n'aurait pas forcément sa place moi, je considère pas, même s'il y a beaucoup d'artistes qui vivent en ville, mais des fois c'est lié aussi, parce qu'il y a un moment on a besoin de travailler, on a besoin de compter, et donc on se rapproche aussi des lieux où il y a des emplois qui sont offerts et proposés. Mais le rock est né dans le Vieux-Sud. Dans sa racine originelle, il est né dans le vieux sud américain, et c'était des territoires hyper ruraux. Le blues, il est né dans le Mississippi, l'Alabama. Donc après, peut-être que la culture skate, la culture hip-hop est plus une culture du bitume, parce que c'est organisé autour d'une géographie, de l'espace, de bâtiments, de grands ensembles. Mais le rock, à partir du moment où on a pu brancher une prise de courant, il s'est diffusé comme ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Peut-être que d'autres partagent pas mon point de vue, mais... Est-ce qu'on regarde, ne serait-ce que Sonic Youth ou d'autres groupes new-yorkais, il y a un ancrage urbain fort, même dans leur musique, dans leur façon de s'exprimer. Et souvent, des fois, ils prônent une forme de retour à la nature. C'est ça qui est assez rigolo. Ouais. D'accord. Et autre question liée à cette première question, est-ce que vous êtes en réseau, à part Some Product, est-ce que vous avez contacté d'autres associations qui expérimentent les mêmes choses, mais dans des lieux, dans des espaces, dans des territoires qui ressemblent à Bergerac, en France? En fait, on est en contact avec le collectif À temps rêver du roi, qui est un collectif À temps rêver du roi, collectif de musiciens et d'artistes palois, et aussi ils organisent des concerts sur Pau. Ils ont une activité label, puisqu'ils sortent des disques et ils fabriquent leurs disques eux-mêmes aussi, notamment quand c'est du CD. Maintenant, en fait, ils font des packaging en carton originaux avec des systèmes d'aimants qui sérigraphent. Donc il y a vraiment, là on est vraiment dans la démarche du do it yourself. Fais-le toi-même. N'attends pas que les choses viennent à toi. Exactement. Nous, on est quand même animés par ça, puisque on est de toute façon dans les courants marginaux. C'est comme un canal pourpre finalement. Mais exactement. Mais je me retrouve dans la démarche d'Adrien aussi. De toute façon, c'est un regard qui est croisé sur la société. Alors après, chacun y va avec ce qu'il est et ce qu'il ressent, mais le travail que tu fais autour de l'image, du documentaire, la subjectivité, parce que l'objectivité pour moi n'existe pas, nous on se retrouve un petit peu dans cette démarche-là. Ouais. Alors démarche de production, si vous avez fondé un label en commun avec justement l'association Some Product à Périgueux, vous avez produit en décembre 4 titres avec un groupe, il est bergeracois, je crois, Snake of June. Est-ce que c'est cher de produire ce 4 titres? Comment vous avez fait? Alors,
En fait, c'est très simple. Hein. Il fallait une somme d'argent pour pouvoir presser le disque. Hein. C'est pas un vinyle, hein, c'est un CD. Un CD, combien ça vous a coûté? Enfin, combien il fallait pour produire ce disque? On en a à peu près, en ayant fait le choix de prendre, et le groupe a fait le choix, parce que nous, en fait, c'est le groupe qui avait le pouvoir de décision. Nous, on était là pour essayer de les accompagner financièrement, et le groupe a mis aussi la main à la poche. Nous, en fait, ils étaient partis sur un packaging original. Pour nous, le boîtier cristal est terminé. Maintenant, avec la musique qui se dématérialise, c'est pour ça que le vinyle revient en force. Il ne s'est jamais vendu autant de vinyle que depuis 20 ans en France, quoi. Le disque vinyle, ça montre bien qu'on est dans une période hyper contradictoire. La musique se dématérialise et en même temps, les gens se remettent à acheter du vinyle, à avoir un objet, quelque chose qui est palpable. Plus qu'un fichier MP3. Exactement. Donc on a fait le choix en fait de partir sur un boîtier carton avec une sérigraphie dessus, donc essayer de faire un objet. Avec le contenu et le contenant. Donc je crois que le budget était autour pour 500 exemplaires de 1700 € à peu près. 1700 € pour que le groupe puisse sortir 500 exemplaires d'un 4 titres. Oui. On peut trouver moins cher, mais on a fait le parti pris, et le groupe a fait le parti pris aussi d'avoir un objet, un visuel qui donne envie de l'acheter. Le studio d'enregistrement, c'était où? Alors ils ont enregistré ça chez eux, avec du matériel, puisqu'ils ont une certaine expérience, certains ont même un petit studio d'enregistrement, et puis après ils l'ont fait masteriser. Donc c'était uniquement dans la production, c'était pas dans le... Non, voilà. Parce qu'en fait, après, bon, c'est un peu compliqué parce que les situations sont un peu différentes. Produire un disque, ça ne veut pas forcément dire payer le studio pour un groupe. En tout cas, c'est au moins le presser et trouver des solutions pour le distribuer et pour le diffuser. Après, les gros labels payent le studio, sont propriétaires des bandes, mais là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et comment vous avez fait des offs? Donc, vous avez partagé en deux avec Some Product? Non, on a partagé à peu près en trois, on va dire. Nous, en ayant peu de subsides, en fait, on a mis 20% de la somme, et Some Product et le groupe ont mis 40%. Quoi. Vous déposez des projets pour avoir des subventions auprès des collectivités territoriales, j'imagine? Tout à fait, oui. Et vous arrivez à défendre ces objectifs-là auprès des collectivités territoriales? Quel intérêt, enfin, qu'est-ce que les élus vous répondent quand vous les rencontrez, quand vous leur expliquez ces projets? Les choses se sont passées assez simples, puisqu'on avait quand même une expérience et une présence sur le territoire pendant une dizaine d'années, donc on connaissait quand même pas mal d'interlocuteurs locaux, donc ça a quand même assez facilité les choses. Et puis bon, on a vraiment rencontré notre public. On aurait rencontré 200 personnes sur tous les événements qu'on a fait sur l'année, c'était très bien, mais jusqu'à présent, on est à peu près à 1000 personnes par an. Donc il y a un réel intérêt pour ça, sur à peu près 7 ou 8 événements. Donc nous-mêmes, on était surpris, parce que moi, un concert où 20 personnes sont présentes, pour voir, parce qu'on fait étranger aussi, des groupes anglais, suisses, on a accueilli des Croates, des Hollandais, sûrement des Américains au mois de mai. Donc on s'inscrit dans un réseau européen. Donc il y a des groupes intéressants que vous allez pouvoir voir à Copenhague, Amsterdam, et de temps en temps à Bergerac. Donc oui, on a rencontré notre public, et puis je pense qu'il y a une économie locale aussi dans des périodes un petit peu troubles. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, des fois des personnes qui sont venues de Bordeaux pour voir des concerts à Bergerac, alors qu'à Bordeaux il y a à peu près 10 concerts tous les soirs, et qui sont venus donc voir l'exposition, les concerts à Bergerac. Donc ils vont manger un sandwich ou aller au restaurant, consommer dans un commerce de Bergerac quelques bières, s'acheter des cigarettes s'ils fument. Donc il y a une petite économie locale qui peut... Alors ça n'est pas ça qui va résoudre le problème du chômage. Il vend bien son projet. Les retombées économiques sur Bergerac. Bien, donc pas de difficulté particulière. Revenons sur vos lieux de prédilection. Donc le Oulala Bar, en partie. Ça a facilité les choses. Ça a facilité les choses, mais il y a d'autres lieux de musique amplifiée. On avait parlé. Bon, Roxane, c'est un lieu institutionnel. C'est pas la programmation. On a déjà travaillé avec eux sur des projets bien particuliers, mais puis après, nous en fait, on défend pas tout à fait les mêmes choses, quoi. Nous, on cherche vraiment à faire découvrir des groupes, et des groupes qui sont en devenir, et des groupes qui s'exportent dans le monde entier. On a fait jouer des groupes qui ont déjà joué dans 20 pays, qui ont fait des tournées en Chine, au Japon, un groupe comme Papier Tigre, qui est un peu le fer de lance de la musique noise en France, musique un peu alambiquée, très, très référencée. Et ils ont joué, en 5 ans d'existence, c'est 500 concerts. Ils ont joué au Brésil, au Mexique, 2 tournées en Chine, ils ont joué au Japon, aux États-Unis. Et donc en France, il y a un gros renouveau de la scène noise en fait depuis 7 ou 8 ans, et on a de plus en plus de groupes en fait maintenant qui n'ont vraiment rien à envier aux groupes américains, et qui s'exportent bien à l'étranger, et qui sont même souvent distribués et produits même aux États-Unis.
Les regards avec les autres associations à Bergerac, le Melchior Théâtre, enfin plutôt la Guerre mondiale, le lieu de la Guerre mondiale, vous avez fait des choses, vous allez faire des choses avec eux? Oui, on continue toujours à travailler avec la Guerre mondiale, puisque assez rapidement en fait on s'est retrouvé un petit peu sur le même constat sur le territoire, parce qu'en fait on avait marre de voir Bergerac à 18h, été comme hiver, vidé de ses habitants dans les rues, et donc non, enfin blague mise à part, non, ils ont été assez sensibles à la démarche en fait, puisque voilà, on est parti sur un constat sur le territoire qui n'était pas forcément glorieux, et donc on a pu leur proposer un projet d'expo-concert. On a bossé avec eux sur un projet avec un artiste burkinabé qui fait du hip-hop, qui a été rencontré par 2 amis à moi dans le cadre de la réalisation d'un documentaire qu'ils ont fait au Burkina Faso. D'accord. Qui s'appelait Tamani, et ils avaient rencontré cet artiste qui était un artiste en devenir en fait, hein, qui rappait mais tout seul dans la rue, qui avait eu une expérience de vie un petit peu dramatique, qui avait voulu partir en Espagne pour travailler, et puis qui avait perdu de ses amis en traversant le Sahara, enfin une histoire singulière et poignante. Et de cette histoire en fait est née la sortie d'un album, et là il y a un 2e album qui vient de sortir, il est passé à France Culture, maintenant ça y est, il y a des liens assez importants. Donc on avait monté un projet avec le Melchior Théâtre pour organiser le premier concert de hip-hop sur le quartier de la Cate, en travaillant avec le club de Prèves de l'Atelier, avec le centre social de la Cate, pour organiser en fait un atelier d'écriture animé par Art Mélodie du Burkina Faso. Donc c'était notre premier projet, et là on travaille sur quelque chose on va commencer à travailler sur quelque chose qui s'est jamais fait en Dordogne pour janvier 2013, sur un concert de dessin, c'est-à-dire qu'un groupe va venir et pendant qu'il joue en fait il y aura un dessinateur qui illustrera l'histoire qu'il perçoit, ou de ce qu'il perçoit dans l'intention du groupe, dans les univers. Donc on va essayer de travailler sur ça. Donc ça s'est jamais fait en Dordogne, donc voilà. En fait. Bon, j'allais justement venir au projet, mais avant de revenir au... Je crois qu'ils ont essayé de le faire, mais ça n'avait pas voulu. Oui, au Chez peut-être, ouais. Avant de revenir au projet, je voudrais parler des lieux, oui, c'est vrai. Je voudrais, oui, à la force, oui, mais ça c'est le groupe, oui, de peinture qui accompagnait, je m'en souviens. Mais c'est vrai que pour revenir sur la question que tu dis, j'ai pas répondu à ta première question. Au niveau des partenaires, on travaille en fait avec le Oulala Rock and Bar, le Central Park, qui a été le premier bar à Bergerac qui nous a accueillis pour organiser des concerts, et pourtant c'est petit. Donc, mais au contraire, c'est d'autant plus intense parce qu'il y a une proximité avec le groupe. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de scène. Voilà, les musiciens sont au même niveau que les spectateurs. Donc nous aussi, c'est ça qui est très important à développer. On a le Limbarzik aussi, on a bossé un petit peu avec le Limbarzik, l'association Sans Product à Périgueux, le Roxane et le Sans Réserve. Donc on a à peu près la plupart des lieux de diffusion en fait en matière de rock sur la Dordogne, quoi, sur le département. Et pour revenir avec ce partenariat avec le Melchior, le hip-hop ou le rap, on n'est pas tellement dans ce que ce que le Day Off propose. Ouais. Est-ce que les musiques un peu metal, noise, tout ce qu'on peut imaginer dans cet univers-là, est-ce que vous avez eu envie d'essayer de faire un projet autour de ces musiques-là, soit à la Guerre mondiale, ou même, j'allais dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de Vauclair avec l'œil lucide, avec pourquoi pas John Bost. C'est vrai que ça paraît quand même décalé. On fait venir par exemple des artistes, des musiciens, musique classique, mais aussi des auteurs de pièces de théâtre. Est-ce que vous imaginez qu'il y aura une place pour cette musique-là, ou c'est quelque chose qui paraît vraiment rédhibitoire par rapport au son? Non, je suis pas... Nous, après, on n'est pas issus de cette culture-là, quoi. Même si certains d'entre nous ont pu en écouter à un moment ou à un autre, mais on n'est pas issus de cette culture. Et à vrai dire, je trouve qu'il y a beaucoup de tri à faire aussi entre le rap, le hip-hop qu'on peut entendre à Skyrock, qui est plein de poncifs, et vraiment voilà l'expression de la culture urbaine. Donc après, si on travaille autour d'un projet, il faudra qu'on trouve un artiste c'est comme Tourcou, qui a du sens, quoi, qui est en capacité aussi de tenir un discours, sans être dans la caricature. C'est pour ça l'un des seuls groupes français de rap que j'aime bien, c'est La Rumeur. D'accord. Donc voilà, après il y a le projet Kazé, Zone Libre. Voilà, ça je trouve que c'est des choses qui font un petit peu sens. Mais en dehors du rap, par exemple, est-ce que Snake of June pourrait être... Est-ce que vous pourriez faire un projet avec ce groupe, je sais pas moi, John Bost ou ailleurs? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment complètement impensable, décalé, ou... Tout peut s'envisager, mais en fait après c'est pour en faire quoi? Voilà, c'est quelle est l'intention, quelle est la finalité? Est-ce qu'on est obligé de passer par du métal?
ou est-ce qu'on peut passer par des supports peut-être moins austères, moins âpres, parce qu'il y a tout un travail, comme quand on regarde un tableau, quoi. On peut apprécier un tableau, une image de matière brute, mais après il y a quand même besoin de se construire au travers de repères pour pouvoir des fois apprécier un peu plus les choses que juste... Non, ce que je voulais dire aussi, que c'est un petit peu agaçant que dans le cadre des projets de la politique de la ville, c'est systématiquement ou du slam, ou du rap, ou du hip-hop. Cette culture-là, comme si cette culture était forcément destinée à ce public. D'accord, c'était là que je n'avais pas saisi. Voilà. Donc est-ce que merci de m'aider, parce que là je... Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose d'envisageable, parce qu'on plaque systématiquement le slam, ou alors on va des gens qui font des choses très bien. On a vu ça au Melchior Théâtre, hein, des jeunes qui venaient du sud de la France, qui faisaient du slam avec les populations qui étaient présentes. Mais, One Step, ouais, voilà. One Step. Pourquoi calquer systématiquement cette image de rappeurs maghrébins pour un public de ces quartiers-là? Je pense que c'est parce qu'ils sectorisent en fait, et ils mettent dans des cases, donc peut-être l'intention parfois c'est de dire tiens, on va gérer la paix sociale puisqu'on va proposer ça à ce type de public, quoi. Je pense qu'il y a là en filigrane, il peut y avoir ça, et après peut-être aussi comme on a une salle de concert musique amplifiée qui est dédiée à ça, peut-être qu'on considère que bon voilà, c'est la salle qui s'occupe de ce créneau-là. D'accord. Des fois c'est bêtement organisationnel. Après, bon, on n'a jamais évoqué ces sujets avec nos interlocuteurs municipaux, donc, ou même au niveau du département. D'accord. Donc pour les projets, on a ce festival, enfin c'est pas vraiment un festival, c'est pour 2013, comment vous... On aimerait monter un projet de festival en fait qui ferait le lien entre le rock et la bande dessinée, quoi. La bande dessinée avec des auteurs issus de cette scène rock et de la contre-culture. Voilà, nous on est très friands de Robert Crumb, même de Spiegelman, qui ce week-end à Angoulême. Donc voilà, on a une filiation, c'est des personnes importantes, quoi. Donc on est très sensible à tout ce qui est un petit peu les petits-enfants de Crumb et de Spiegelman, et jusqu'à présent on a accueilli des auteurs qui étaient quand même influencés par leur boulot, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Moins de bière peut-être. Non. Adrien, merci beaucoup de votre venue. Gilles, est-ce que tu voulais poser une question à l'association DEOF? Tout va bien? Très bien. Alors, on va terminer avec le groupe brestois, ou en tout cas il est de Brest. Ils sont de Brest, ouais. Le groupe brestois qui joue ce soir à Bergerac, Mnémotechnique. Exactement. Voilà. Vous les faites venir, donc c'est la première fois qu'ils sont dans la région ou pas? C'est la première fois, je crois, qu'ils descendent, oui, dans le sud. Dans le sud. Et ils ont beaucoup tourné en Bretagne, dans le nord-ouest. D'accord. Et prochain concert, puisque là... Alors le prochain concert, ça sera en février. On a une programmation assez importante. Là, on a 5 ou 6 concerts jusqu'au début septembre. On retrouve tout ça sur les flyers qui sont faits par un membre de l'équipe. Exactement. Et sur Internet. Voilà, on a un site qui va bientôt arriver. Donc pour l'instant, vous tapez DEOF sur Facebook ou sur Google, vous arrivez à trouver les informations. DEOF Bergerac. DEOF Bergerac, oui, exactement. Et puis il y a un site internet qui devra arriver, on espère, d'ici 1 ou 2 mois, qui nous permettra d'avoir un peu plus de lisibilité. Très bien. Alors pour terminer, on va écouter 30 secondes, à peu près une 30 secondes, une minute d'un extrait du clip de Mnémotechnique. Donc sans doute une chanson qu'on écoutera ce soir. Oulala Bar. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Et à bientôt, la régie. C'est à vous.